Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler d'une adaptation. Et oui, car même si les comédies musicales, des pièces de théâtre qui nous racontent des histoires en chantant et dansant, on va pas se mentir, c'est un truc assez niche rien que dans le concept, il y en a vraiment pas mal qui sont en fait des adaptations d'histoires déjà existantes. Le Fantôme de l'Opéra à la base c'est un bouquin, Rebecca pareil un bouquin, Les Misérables bouquin, Notre-Dame de Paris bouquin, Jesus Christ Superstar bouquin, et pas n'importe quel, genre la fucking Bible, Roméo et Juliette une pièce de théâtre, La Légende du Roi Arthur encore un bouquin, et c'est sans parler des dizaines et dizaines de musicals adaptés de manga. Donc ouais, en fait, être adapté d'un truc, mine de rien, c'est plutôt monnaie courante dans les comédies musicales. Et rien qu'avec les exemples que je viens de citer, qui sont des exemples de musicals quand même relativement connus, on peut constater que la plupart sont des adaptations de bouquins. À croire que quand on adapte un truc, ça vient forcément d'un livre à la base. Bien sûr, on a aussi des comédies musicales très connues qui sont des adaptations de films, mais je ne les ai pas citées car dans ces cas-là, c'est parce que le film en question est déjà une comédie musicale lui-même, donc ça ne compte pas vraiment. En tout cas, la plupart du temps, car on a effectivement quelques exceptions, certaines plus surprenantes que d'autres, le genre d'adaptation que personne n'avait demandé mais qui pourtant existe. Et vous l'auriez vu dans le titre, quand je dis ça, je parle de Shrek. Et oui les amis, aujourd'hui on va parler de Shrek, et je suis sûr que peu de gens s'attendaient à m'entendre dire cette phrase un jour, mais après tout, Shrek is love, Shrek is life. Shrek est à la base un livre pour enfants de William Steig qui raconte l'histoire de Shrek, sans déconner, un horrible ogre qui va se mettre en quête de se trouver une princesse aussi laide que lui pour pouvoir l'épouser. C'est assez humoristique et assez sympathique avec une patte graphique bien à elle, mais si le personnage de Shrek est aussi connu, c'est surtout grâce à son adaptation au cinéma avec le film de DreamWorks sorti en 2001. Et là, on est sur une histoire bien loin du livre pour enfants original, se moquant d'Hollywood et parodiant ouvertement Disney et toutes ses grosses industries, mais surtout Disney, avec un humour parfois très cynique qui plaira autant aux petits qu'aux grands. En 2004 sort une suite qui accomplit l'exploit d'être considérée par les fans comme encore meilleur que le premier film, pourtant déjà excellent. S'en suivront deux autres suites en 2007 et 2010, malheureusement bien loin d'être aussi bonnes que les premiers volets, ainsi que plusieurs spin-offs, tantôt très mauvais, tantôt très bons, et ça semble loin de s'arrêter en si bon chemin. Mais ces films Shrek, avec un univers, des personnages et un humour bien à eux, ne sont pas que de simples films. Autour d'eux se créera toute une fanbase à l'origine de nombreux mèmes autour du film et du personnage. Des mèmes parfois mignons et innocents et parfois plus bizarres et traumatisants, mais qui feront considérablement grimper sa cote dans la culture populaire, particulièrement celle d'internet. Shrek c'est plus qu'un livre, qu'un film, qu'un personnage. C'est un véritable emblème qu'on aime et qu'on glorifie avec, paradoxalement, autant de second degré que de premier. Car même si c'est une saga dont on adore se moquer, je crois qu'on peut tous affirmer qu'il est communément admis que personne, ou en tout cas très peu de monde, ne déteste les films Shrek, du moins les deux premiers, et encore moins son héros, un personnage à la fois drôle, râleur et profondément attachant. Genre vraiment, y a-t-il des gens qui détestent Shrek parmi vous? Shrek c'est un peu le Keanu Reeves ou le Jack Black des personnages fictifs. Tout le monde l'aime malgré un gros foutage de gueule général de la part des fans. Après tout, qui aime bien châtie bien. Je crois qu'on peut dire que de nos jours, aimer Shrek c'est aussi drôle que cool. Mais Shrek ne se limite pas à des films et quelques mèmes cringe. Shrek c'est aussi des tas de produits dérivés, tous plus improbables les uns que les autres, des locations de vacances, sa statue à Madame Tussauds, des attractions et surtout des comédies musicales. Ou plutôt, aussi drôle qu'invraisemblable, une comédie musicale. Et c'est à elle qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Véritable chef-d'œuvre, vaste blague, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, alors accrochez vos ceintures et préparez-vous à plonger dans l'univers de Shrek. Shrek est une comédie musicale américaine de 2008 d'un peu plus de 2 heures, écrite par David Lindsay Haber et composée par Janine Tessori. Oui, celle qui a composé les chansons de Shrek s'appelle Janine. Je trouve ça un peu drôle. Si Shrek est à la base un livre pour enfants, quand je disais que tout n'était que bouquin, la pièce, elle, est une adaptation directe non pas du livre, mais du film sorti en 2001, étant lui-même une adaptation du bouquin de 1990, bien que s'éloignant fortement de l'histoire originale. Et si faire une comédie musicale sur Shrek ressemble plus à un gros poisson d'avril qu'à autre chose, la pièce sera pourtant traduite et jouée dans pas mal de pays différents, tels que la Pologne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, ou même encore Israël et la France. Et ouais, en 2012, la pièce a été montée en français et jouée au Casino de Paris. Ah, ce que je regrette d'avoir manqué ça. Mais bon, en 2012, j'avais 12 ans et les seules comédies musicales on stage que je connaissais, c'était Le Soldat Rose et les deux horribles premiers Kuromu, dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur le sujet si ça vous intéresse.
La pièce raconte l'histoire de Shrek, un ogre vivant en ermite, tout seul, tranquille dans son marais, détesté de tous et réciproquement, dont le passe-temps favori consiste à terroriser quiconque s'approcherait un peu trop près de sa propriété. Dégage de ma pelouse! Mais un beau jour, son tranquille petit nid douillet se retrouve envahi par tout un tas de créatures magiques. Celles-ci, loin d'être là par plaisir, hein, pas vrai, se sont retrouvées à devoir squatter chez Shrek, apparemment le seul endroit du pays où personne ne met les pieds, car elles ont été expulsées de chez elles par un certain Lord Farquaad, souverain du royaume de Duloc, qui a une sainte horreur des créatures magiques et les a toutes bannies du dit royaume. J'imagine la réunion chez Lord Farquaad, ça a dû plus ou moins donner ça. Bon les gars, ça suffit les conneries, je n'en peux plus de ces créatures magiques, virez-les de mon royaume. Monsieur, vous savez qu'on vit dans un monde merveilleux. Et donc, les créatures magiques font littéralement partie intégrante de notre univers. Je veux dire, c'est le concept, vous pouvez pas... Ta gueule, toi aussi t'es viré. Et c'est ainsi que nos amis les fées et autres lutins se sont retrouvés chez Shrek, parce que les gardes de Duloc leur ont expressément sommé de rester chez Shrek et uniquement chez Shrek, hein. Parce qu'il n'y a aucun autre endroit dans le monde où ils peuvent dégager, bien sûr. Non, bah non, c'est chez Shrek et nulle part ailleurs, hein. Bande de squatteurs. Quoi qu'il en soit, Shrek n'aura pas le choix. S'il voudra retrouver sa tranquillité et faire dégager cette bande de squats de pauvres réfugiés, il va devoir aller se taper lui-même Duloc et aller demander lui-même à Lord Farquaad de virer de chez lui ces lutins nécessiteux. Et après tu m'étonnes qu'il soit aigri et le pauvre, on fout tous les SDF du royaume chez lui alors qu'il avait rien demandé à personne, et puis après c'est pour sa pomme. Moi aussi à sa place j'aurais le seum. Toujours est-il que notre ogre favori se rend donc à Duloc, guidé par l'âne parlant le plus calme et tranquille du monde, rencontré en chemin au grand désespoir de notre héros. À croire que l'univers fasse décidément tout pour ne jamais le laisser tranquille quoi. Mais parce qu'il y a toujours une couille dans le potage, une fois arrivé à Duloc, eh ben il peut aussitôt repartir puisque en gros Farquaad va l'envoyer faire ses courses à sa place. C'est la seule condition si Shrek veut qu'il fasse dégager tout le petit monde qu'il a foutu chez lui. Ah, et quand je parle de ses courses, je parle d'une princesse à libérer au cas où. Ouais, parce que notre Lord Marchin là, il a beau diriger le pays, dans les faits, bah il est pas roi, et ça lui plaît pas trop au coco. Du coup, son seul moyen d'être roi, c'est quoi? Bah, d'épouser une princesse. Et comme son choix parmi toutes ces princesses de l'amour, c'est, comme par hasard, porté sur celle la plus galère d'accès et qu'il a pas les balls d'y aller lui-même, comme un grand... Il va envoyer Shrek. Faut dire que c'est quand même plus simple, hein. Bah oui. Bon, d'accord, mais elle est où la princesse? Bah, dans sa tour. Ouais, mais elle est où sa tour? Bah, là-bas, où veux-tu qu'elle soit? Où ça, là-bas? Bah loin, à ton avis, j'irai moi-même si c'était la porte à côté. Et c'est sur ces indications très claires que Shrek, bonne poire qu'il est, bah rebelote, il peut repartir cette fois pour chercher la princesse, toujours accompagné de son fidèle ami et compagnon de voyage. Je suis désolé, mais il est quand même bien gentil Shrek. Déjà qu'à la base ça aurait même pas dû être à lui de faire les démarches pour virer tous ces clodos de sa propriété, il a la gentillesse de se taper Duloc, et maintenant il se retrouve à devoir faire un aller-retour jusque Haute-Sipou les bains de pieds s'il veut récupérer son chez lui alors qu'il a absolument rien à voir avec tout ça. Enfin bon, c'est bien beau, mais outre cette histoire complètement outrageante qui est tout simplement la même que celle du film, cette pièce, elle vaut quoi? Est-ce vraiment l'énorme troll auquel on s'attend? Bah non, c'est un ogre MDR. Ouais, bon, je crois qu'on va passer à l'analyse, hein. Et pour ça, on va s'attaquer à sa version la plus populaire et surtout bah, la seule qui a été filmée, jouée à Broadway en 2013. La pièce commence sur une chanson non pas chantée par Shrek, le personnage principal, comme on pourrait s'y attendre, mais par ses parents. Et là, dès les premières secondes, on pourra déjà noter une grande différence avec le film, les backstories des personnages. Si dans le film à aucun moment il n'est fait mention des parents de notre héros, ni même de son passé ou à peine, la pièce commence carrément par son origin story. On a les parents de Shrek qui, entre guillemets, le mettent à la porte pour qu'il aille faire sa vie de grand garçon tout seul dans le monde. Tu grandis si vite, lui disent-ils, maintenant que tu as 7 ans, il est temps que tu ailles faire ta vie tout seul. Tu verras, c'est un monde merveilleux. Mais pas pour toi, parce que tu es un ogre. Du coup, bah tout le monde te déteste, lol. On retrouve dès la première chanson, malgré son rythme et sa mélodie plutôt doux, le côté très cynique et dénonciateur du film. Parce que ouais, plus que d'être une parodie de conte de fées, le film Shrek, c'est aussi la dénonciation d'une société qui juge bien trop facilement sur les apparences. Et ça, la pièce se le balance à la tronche dès sa première chanson. Et justement, son contraste entre cet air tout gentillet et ses paroles à la fois plutôt dures et assez drôles accentue l'effet tristement comique ou comiquement triste de la situation dans laquelle va se trouver Shrek dès son plus jeune âge.
C'est donc à mon sens une chanson parfaite pour commencer la pièce. D'une part, elle te pose direct le ton de l'histoire qui gardera toujours un côté très humoristique même dans les moments les plus dramatiques, et d'une autre part, elle te fait comprendre le personnage, pourquoi il est comme il est une fois adulte, ce qu'il a traversé pour en arriver là, tout en posant le thème principal de l'histoire, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ainsi, le spectateur va non seulement pouvoir se mettre dans le mood, mais en plus de ça, et même grâce à ça, s'attacher immédiatement au personnage principal, car il est bien évidemment plus facile de s'attacher à quelqu'un qu'on comprend, qui nous parle. Et cette chanson, même si dans les faits elle ne parlera pas forcément à tout le monde, je veux dire, tout le monde ne s'est pas fait jeter de chez lui à 7 ans, enfin... j'espère. De par son texte comique, ses tournures de phrases ironiques, elle arrivera à toucher le spectateur, que ce soit par le rire, la compassion ou bien même les deux à la fois. Et Shrek ne sera pas le seul personnage à avoir une origin story, puisque la chanson d'intro de Fiona commence également quand elle est enfant, et nous raconte le parcours qu'elle a traversé jusqu'au présent. Même Lord Farquaad a une chanson à un moment donné où il nous parle de son enfance. Serait-ce donc le Lord Farquaad? Et je trouve tout simplement incroyable le fait qu'une comédie musicale adaptée d'un film aussi populaire que Shrek ne prenne pas les choses pour acquises. Les spectateurs ne sont pas forcément censés connaître les personnages de l'histoire, mais bien les découvrir au moment où la pièce nous les montre. Pièce qui prend le temps de les présenter comme il se doit en ne partant pas du principe que de toute façon tout le monde a vu Shrek. Comme toute bonne adaptation qui se respecte, elle se doit de devoir exister pour ce qu'elle est et non pas comme un complément du support de base. Pour le coup, on peut dire qu'ils ont bien fait leur devoir, en tout cas à ce niveau-là, car ce n'est malheureusement pas toujours le cas, mais on parlera de ça plus tard. Après, si je trouve que c'est une bonne chose d'avoir introduit Shrek et Fiona dès leur enfance, en ce qui concerne le passé de Lord Farquaad, il apporte une certaine justification au fait qu'il déteste tant les créatures enchantées, et du coup, on perd le côté caricature de dictateur raciste juste parce qu'il est raciste. Et même si au final, son histoire, qui est quand même à mourir de rire, le rend encore plus pathétique qu'autre chose et apporte un truc en plus au personnage, tout en le ridiculisant davantage, ce qui est quand même le but, on perd le côté connard qui est un connard sans raison, parce qu'on nous montre que justement, des raisons, même si elles sont très mauvaises et ne justifient absolument pas son comportement, il en a. Un fait qui peut paraître simple mais altère quand même un peu le concept du personnage. Mais bon, recentrons-nous sur les chansons en tant que telles. Un de leurs gros points positifs est qu'elles sont relativement diversifiées musicalement parlant. Là où dans certaines pièces américaines, on peut parfois avoir l'impression que les chansons se ressemblent toutes. Je ne citerai pas de nom. Et pourtant, elles arrivent à garder cette même patte musicale. Pour moi, de bonnes chansons de comédie musicale, outre le fait qu'elles doivent évidemment être bien écrites et bien composées, ce sont des chansons qui doivent à la fois varier le plaisir, tout en gardant je ne sais quoi qui les lie entre elles, qui les met toutes dans le même panier. Elles doivent rester dans le mood de leur pièce, peu importe le style. À ce niveau-là, je trouve que pour Shrek, le challenge est réussi. Et cette diversité existe à juste titre, chacun des différents styles musicaux correspondant parfaitement au personnage qui la chante. Par exemple, pour la première chanson de Shrek, on est sur un style très rock, celle de l'âne quelque chose de plus groovy. Pour Lord Farquaad, on est au contraire sur quelque chose de très épique. Pour Fiona, quelque chose de plus doux qui pourrait faire très princesse Disney si sa sérénité n'était pas envahie de passages plus rapides qui montrent le côté un petit peu lunatique du personnage. Bref, rien n'est composé au hasard. Mais ce n'est pas tout. Si dans les comédies musicales on a régulièrement des chansons qui décrivent une situation donnée, ici, la plupart des chansons sont évolutives. Il se passe vraiment quelque chose qui passe d'un point A à un point B, voire D, voire H, et finit rarement là où elle a commencé, ce autant dans l'action que dans les émotions. On a par exemple Travel Song, la chanson que chantent Shrek et l'âne sur la route pour la tour de Fiona. On retrouve l'âne qui chante toute la première partie, éternel enthousiaste qu'il est et ravi de ce petit voyage avec son nouvel ami, pour que Shrek finisse par le suivre dans sa chanson en disant « Why me ? Why me ?» autant saoulé par sa besogne que par les bavardages incessants de son compagnon de voyage. Puis vient le moment où ils arrivent à la tour, mais pour y accéder, ils doivent traverser un pont complètement délabré, suspendu au-dessus d'une mer de lave. Une perspective qui n'enchante pas vraiment notre âne favori, que Shrek doit alors forcer à avancer. Ce que l'âne va finir par faire en chantant à son tour « Why me ? Why me ?» Ça nous fait avancer dans le scénario ainsi que dans le changement d'état de nos deux personnages. Et ce retournement de situation accentué par le « pourquoi moi ?» chanté par l'un puis par l'autre, en plus de nous faire rire, nous fait retrouver cette ironie si propre à l'univers de Shrek. Ou bien, pour donner un autre exemple, on a la chanson Who I'd Be. Fiona s'est couchée et l'âne, qui comprend bien qu'elle ne le laisse pas indifférent, demande à Shrek s'il pouvait être n'importe qui il serait. S'il est d'abord réticent à répondre, disant qu'il n'y a pas de si, qu'il est un ogre et puis c'est tout, il finit quand même par chanter « J'imagine
J'imagine que je serais un héros. On est sur quelque chose de très émouvant, de très touchant, de très fragile aussi. Quelque chose dont Shrek n'ose même pas rêver. Puis, se laissant emporter par la mélodie, il devient plus enthousiaste, s'imaginant tout ce qu'il pourrait être, tout ce qu'il pourrait faire s'il avait le choix, pour finir sur un air complètement épique, où Shrek, cette fois déterminé, avoue « Oui, bien sûr que je serais un héros qui escaladerait les tours et tuerait les dragons, évidemment !» C'est beau, fort, puissant. Et cette évolution, autant dans la mélodie que dans l'état d'esprit du personnage, font justement la force de cette chanson. Et puis bien sûr, comment ne pas mentionner I Got You Beat, la meilleure chanson de la pièce, ceci est un avis complètement objectif, lors de laquelle Shrek et Fiona, profondément saoulés l'un par l'autre et vice versa, font un battle de qui a eu la pire vie, pour finir par se rendre compte qu'en fait, tous deux abandonnés et laissés livrer à eux-mêmes alors qu'ils n'étaient qu'enfants, ils ne sont pas si différents. Mais outre tout ça, qui est quand même déjà pas mal, on va pas se mentir, il y a quand même un autre gros point fort aux chansons, c'est sacrément bien écrit. On va pas se mentir, s'il y a un truc qu'on peut retenir des paroles des chansons de Shrek, la comédie musicale, c'est qu'elles sont drôles. Mais genre vraiment drôles. Déjà on a la chanson d'intro de la pièce, où les parents de Shrek chantent, comme j'en ai parlé plus tôt, It's a big, bright, beautiful world, but not for you. Une chute à laquelle on s'attend pas forcément, mais laissez-moi vous donner quelques autres exemples. Dans la chanson d'intro de Fiona, on la voit à travers les diverses étapes de sa vie, enfermée dans sa tour, condamnée à lire des contes de fées qui vont dicter son existence et sa manière de voir les choses. Et alors qu'on la voit toute rêveuse parler de réponses, elle va d'un coup te lâcher un « elle aurait bien besoin d'une coupe de cheveux », ou juste après quand elle va parler rêveusement de Blanche-Neige qui attend son prince dans son cercueil de verre, pour d'un coup se demander « comment elle fait pipi ?» Et puis dans la chanson qui introduit Lord Farquaad, on a sa garde qui chante pour l'annoncer. Il est proche, vraiment proche, il arrive, il est là, vraiment là, dehors, derrière la porte, et le voilà. Maintenant, et à chaque fin de phrase, tu t'attends à ce qu'il apparaisse enfin, mais non, ça continue, et ça dure, et ça dure, et ça n'en finit pas, et au final, il n'apparaît jamais. Ou alors, quand Shrek arrive enfin jusqu'à Fiona, elle lui chante « Ah voilà mon preux chevalier, devant moi agenouillé, agenouillé, agenouillé », en forçant Shrek à s'agenouiller devant elle en voyant qu'il ne faisait rien. Et juste après, rebelote. Quand ils sont enfin descendus de la tour, elle chante un truc du style « On peut enfin s'en aller grâce au dragon que tu as tué, tu as tué. » Tu as tué. Bref, vous avez compris l'idée, alors je vais me retenir de donner plus d'exemples. Et ce qui fait que ce soit aussi drôle, outre le fait que le texte en lui-même soit marrant, c'est surtout la manière dont c'est formulé, dont ça s'intègre avec le reste des paroles, que ce soit musicalement parlant ou grâce aux différentes figures de style. Il y a un réel travail, bien sûr, de composition dont j'ai déjà parlé, mais aussi d'écriture dans les chansons de Shrek, qui trouve toujours exactement ce que le personnage doit dire, la meilleure manière dont il doit le dire et le meilleur moment auquel il doit le dire, ce qui arrive à véritablement faire fonctionner ces phrases comiques qui n'auraient clairement pas le même impact si elles n'étaient pas aussi bien placées. Et on a même quelques reprises de chansons emblématiques du film, comme l'insupportable hymne de Duloc repris tel quel dans la pièce, et I'm a Believer que les personnages chantent à la fin du film. Si cette chanson est à la base une random chanson pop du groupe The Monkees sortie en 1966, elle est depuis 2001 principalement associée à Shrek, au même titre que All Star de Smash Mouth. All Star c'est le titre de Somebody Once pour info. Quelle n'a alors pas été la surprise et la joie des fans en entendant d'un coup les personnages se mettre à chanter I'm a Believer à la fin de la pièce. Je trouve ça tout simplement génial et un très bel hommage autant au film qu'aux fans. L'intégrer, c'est montrer à quel point la pièce a compris l'emblème qu'est cette chanson à l'univers de Shrek. D'ailleurs, je suis sûr que s'ils avaient eu les droits, ils auraient foutu All Star dans la pièce. S'il y a bien un truc pour nous rendre curieux quand on entend Shrek la comédie musicale, ce sont les costumes. Et tout particulièrement la fameuse robe verte de Fiona et son emblématique tresse de cheveux roux ainsi que sa magnifique couronne. Et bien la pièce a... Ah, vous vous en foutez de la robe de Fiona ? Bon, d'accord. S'il y a bien un truc qui peut faire peur quand on entend comédie musicale sur Shrek, c'est-à-dire quelque chose qui implique que Shrek soit joué en live, alerte, ce sont les costumes. Je veux dire, on a quand même toute une ribambelle de créatures enchantées, un âne parlant et un ogre au design bien particulier. Et outre le fait que reproduire tout ça IRL ne semble pas simple, si c'est pas bien fait, vraiment bien fait, ça peut vite devenir super cringe. Et non, des designs comme ça ne fait pas de cadeau. Soit c'est magnifique, soit c'est absolument dégueu, mais aucun d'entre deux n'est possible. Pour ce qui est de la comédie musicale, il ne vous aura certainement pas échappé à quel point l'apparence des personnages a été travaillée au niveau des costumes certes, mais aussi et surtout au niveau du maquillage, surtout en ce qui concerne Shrek. Son apparence a été pensée jusque dans les moindres détails, même le nez et les mains y sont passés
passé pour que tout soit absolument parfait et ils ont réussi à accomplir l'incroyable exploit de reproduire en live un Shrek plus vrai que nature. Bien sûr, ce genre de choses varie toujours d'une production à l'autre, mais en tout cas, ce Shrek est absolument parfait, c'est une véritable prouesse artistique, nous prouvant que, ouais, ressembler à Shrek dans la vraie vie de manière crédible sans tomber dans la caricature grotesque, c'est possible. Je pourrais passer des heures à m'extasier sur Shrek, oula, bizarre. Mais les autres personnages ne sont pas en reste. On a bien évidemment Lan qui a lui aussi su être retranscrit en live à la perfection grâce à son incroyable maquillage, mais aussi à son costume dont les formes et la texture incarnent à la perfection cet âne parlant d'1m80 marchant sur deux pattes. Et on a aussi toutes les créatures enchantées, les gardes de Lord Farquaad, les sbires de Duloc, bref, Dieu sait que des personnages, il y en a une flopée dans cette pièce, tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Et pourtant, personne, aucun personnage, aussi insignifiant soit-il, ne passe à la trappe. Encore une fois, tout est dans le détail et rien n'est laissé au hasard, que ce soit un Pinocchio entièrement fait de bois au nez qui s'allonge, de petits personnages chantant et dansant comme des robots faits de plastique, et bien évidemment, Lord Farquaad. Ah, Lord Farquaad, mais comment oublier Lord Farquaad? Outre la magnificence de son costume, ce qu'on pourra surtout noter, c'est son originalité et son ingéniosité. Ce qui fait la particularité de Lord Farquaad, en dehors de son insupportable caractère et de son horrible coupe de vache, c'est bien évidemment sa petite taille, particularité physique du personnage qui, associée à son tempérament, constitue son principal élément comique. Car Lord Farquaad n'est pas juste petit, il est vraiment tout petit, le comble pour quelqu'un qui prend en permanence tout le monde de haut. Pour le jouer en live, il fallait donc prendre un comédien à sa hauteur, je veux dire, littéralement parlant. Et à ce moment-là, ils auraient juste pu casser une personne atteinte de nanisme, ce qui, entre nous, n'aurait pas été la meilleure des décisions, puisque la petite taille de Lord Farquaad, c'est le principal élément de moquerie à son encontre, et se moquer de la taille d'une personne atteinte de nanisme, ouais, pas ouf. Et puis Farquaad n'est a priori pas un nain. Comme je le disais, s'il est petit, c'est avant tout à but comique. Farquaad c'est plus une énorme caricature sur pattes qu'autre chose, et ça m'étonnerait grandement que le but du film soit de se moquer des nains. On voit bien que son énorme visage est complètement disproportionné par rapport à son minuscule corps, et ce design est volontairement complètement cartoonesque et irréaliste pour donner un effet ridicule au personnage. Et pour retranscrire cet effet en live, ils se sont tout simplement servis du costume le plus drôle et le plus malin qui m'eût été donné de voir de ma vie. Vous voyez ces grotesques petites jambes? Il s'agit en fait de membres synthétiques accrochés aux véritables jambes du comédien, qui se déplacent en réalité à genoux. Mais où sont ces véritables jambes alors, me demanderiez-vous? Eh bien elles sont en fait dissimulées dans sa cape, entre l'extérieur et la doublure noire, ce qui donne alors une impression de profondeur aux vêtements, tout en cachant à la perfection ses vraies jambes, tandis que les talons de ses faux petits pieds sont vraisemblablement accrochés à ses genoux. C'est vraiment l'un des meilleurs costumes qui m'ait été donné de voir, car non seulement il est très beau, mais l'effet donné, qui ne devait quand même pas être une mince affaire, fonctionne à la perfection et avec un réalisme fou. On ne voit absolument pas la transition entre le buste de l'acteur, qui est son véritable buste à ce stade, précisons-le, et les fausses jambes qui bougent avec un naturel hallucinant. Ça montre que les costumiers, en plus d'avoir d'excellentes idées et un talent incroyable, ont profondément compris le personnage, son concept et ce qu'il représente. Et c'est précisément pour cette raison, parce que les costumiers avaient compris les personnages sur lesquels ils travaillaient, que le résultat est aussi réussi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais niveau show, qu'est-ce que ça vaut? Avoir des chansons sympas et des jolis costumes, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas à faire une bonne pièce. Du coup, niveau mise en scène, est-ce qu'on est à la hauteur? On pourra déjà noter que l'ingéniosité des costumes se retrouve également dans les décors et accessoires de la pièce. Le tout est non seulement très bien fait, enfin même plus que bien fait, je veux dire on retrouve complètement l'univers du film, les images parlent d'elles-mêmes. Mais en plus, encore une fois, c'est parfaitement conçu pour le rendu scénique qui veut être créé, que ce soit Shrek qui se parfume à la moufette ou Fiona qui pète un câble à force de rester tout seul dans sa tour. Le tout arrive vraiment à faire entrer le spectateur dans cet univers merveilleux et à l'y tenir du début à la fin. Mais la mise en scène n'a pas compris l'histoire que dans sa forme. C'est aussi le cas dans son fond et chacune de ses décisions artistiques, aussi minimes soient-elles, vont dans ce sens. On retrouve cet humour mélangeant féerie et réalisme si propre à Shrek, et puis on a aussi des trucs complètement décalés, comme le passage absurde lors duquel Shrek et Lan sont en route vers la tour de Fiona. On voit, en plus de la transition au soleil-lune pour signifier les jours qui passent, tout un tas d'éléments sans queue ni tête qui vont passer en fond, comme cette girafe, d'accord, qui arrive en chantant un air n'étant pas sans rappeler l'histoire de la vie du roi lion. Ces couverts vivants semblant sortis tout droit du manoir de la bête, des claires petites piques lancées à Disney, mais aussi ce panneau, ok, why not, ou même encore le chapeauté, en référence au second film qui est clairement incroyable mais qui n'a pas d'adaptation en comédie musicale alors que ça serait tellement fabuleux, ah pourquoi?
Bref, la mise en scène est toujours super top de manière générale. Toujours nah. Si on peut avoir des scènes vraiment superbes, il y a quand même deux passages qui m'ont, je dois dire, un peu déçu. Le premier, celui qui m'a le plus déçu, c'est au niveau de ce qui semble être plus un choix artistique que technique pour le coup. Et là attention, ça va spoil. Oui, je sais, j'ai toujours dit que je ne spoilais jamais les pièces dont je parlais, ou en tout cas que je me limitais grandement en évitant toujours les gros spoils. Et ce dont je vais parler là maintenant, c'est un gros spoil, d'où mon disclaimer. Mais bon, là c'est quand même Shrek quoi. Et même si tout le monde n'a pas forcément vu Shrek, je crois quand même que 99% des gens qui regarderont cette vidéo sont au courant des majors spoils du premier film, qui sont des éléments qui font aujourd'hui partie intégrante de Shrek en général, n'étant probablement plus considérés par des spoils par personne depuis au moins 20 ans. Mais bon, vu qu'il vaut mieux prévenir que guérir, si vous ne voulez pas savoir le plot twist de Shrek 1, je vous invite à passer à ce timecode. Quant à nous, nous pouvons continuer et parler de la première apparition en ogre de Fiona. Ouais, c'est ça le fameux spoil, mais entre nous, vous êtes tous restés, pas vrai. Et quand bien même le fait que Fiona se transforme en ogresse au coucher du soleil ne soit un secret pour personne, la pièce pourrait quand même donner plus d'impact à sa première apparition sous sa forme ogre. Parce que là franchement, on a Shrek qui chante en disant « Un ogre doit toujours se cacher, le destin d'un ogre est scellé », et puis il est rejoint par Fiona, transformée en ogresse, avec lui qui chante au KLM. Da. Ils auraient pu, je sais pas, juste faire apparaître sa silhouette d'ogresse sous forme d'ombre, un truc du genre, histoire de laisser un peu plus de suspense, parce que là, elle a beau être derrière cette espèce de toile, je suis désolé, mais de on voit tout, et de deux, c'est aussi exactement comme ça qu'elle apparaît lorsque l'âne la découvre ainsi pour la première fois. Je veux dire, on n'est quand même pas censé savoir qu'elle est à moitié ogresse, c'est censé être THE révélation, et la faire venir à découvert comme ça sur scène à ce moment-là, bah je suis désolé, ça gâche tout. Surtout qu'il y a quand même des enfants très jeunes dans la salle qui n'étaient vraisemblablement pas nés au moment où Shrek est sorti, qui n'ont peut-être pas connu cette histoire et la découvrent alors là pour la toute première fois. Et puis quand bien même le monde entier serait au courant, ben laissez-nous un peu rêver quoi, nous sortez pas du truc, parce que là, ça donne presque l'impression que la pièce nous spoil sa propre histoire. Surtout que voir Fiona en ogresse au vu de l'incroyable maquillage de Shrek, c'est un truc que les spectateurs attendent avec impatience, d'autant plus après l'avoir vue sous forme humaine, et je crois que l'amener un peu plus délicatement n'aurait pas été trop. Et puis c'est en totale incohérence avec tout ce qu'ils ont instauré dès le début et qui faisait de cette pièce une totale redécouverte du conte. Quant au deuxième passage qui m'a un peu déçu, c'est le moment où Shrek et l'âne arrivent au pont qui les sépare de la tour de Fiona, dont j'ai parlé un peu plus tôt, le moment où l'âne chante Why Me. Dans le film, c'est un passage quand même assez marquant et même un peu effrayant, surtout pour l'enfant que j'étais à l'époque. Et pour le coup, je trouve que la pièce ne lui rend vraiment pas hommage. Plutôt que de donner aux spectateurs l'illusion qu'il y a de la lave sur scène, que ce soit grâce à des décors, des accessoires, de la projection ou que sais-je encore, on est juste dans le noir complet. Rien au sol, rien en arrière-plan, juste le noir et ce pauvre pont qu'on voit à peine. Pour le coup, ils n'ont même pas essayé de faire un truc. Bon d'accord, il y a aussi quelques jets de fumée, mais je trouve qu'ils ne suffisent vraiment pas à mettre le pont et l'action en valeur. Ouais, pour le coup, ce passage me laisse carrément sur ma faim. Enfin, c'est dommage, mais passons. Parce qu'une fois le pont traversé, l'heure est venue pour nos deux héros de se frotter au gardien de la tour, le dragon. Ou devrais-je dire, la dragonne. Je n'ai pas parlé de sa chanson dans le point chanson, je n'ai pas parlé de son look dans le point costume, alors au final, qu'en est-il? Est-elle humanisée et incarnée par une comédienne? Est-ce un animatronique, un décor, un faux dragon? Si c'est le cas, comment ont-ils fait pour la faire entrer en entier sur la scène? Ils n'auraient quand même pas remplacé le personnage par de simples grognements sur fond noir parce que trop compliqué à faire. Rassurez-vous donc, bien évidemment que la pièce n'a pas fait ça, surtout pas après tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ce serait une véritable trahison, une disgrâce. Vous vouliez voir la dragonne? Eh bien, voici la dragonne. Magnifique, n'est-ce pas? Et oui, elle chante. Pour ce faire, ils auraient pu se contenter de prendre une chanteuse pour la doubler cachée en coulisses, mais ce serait bien mal connaître cette pièce. Non, au lieu de ça, ils ont décidé de prendre 3 chanteuses dont la présence sur scène est totalement assumée pour l'incarner, ce qui permet de donner un véritable look et une véritable personnalité à la créature, dont la tête géante a quand même des expressions faciales relativement limitées, tout en restant quand même un personnage emblématique à part entière. Et si cette idée de prendre 3 comédiennes au lieu d'une pour jouer un seul et même personnage m'avait laissé un peu dubitatif la première fois, je trouve au final qu'elle est plutôt bonne car ainsi la dragonne reste la dragonne. Une dragonne qui s'exprime au travers d'entités humanisées. S'il n'y avait eu qu'une comédienne pour la représenter, ça aurait pu facilement donner l'impression qu'elle incarne directement le dragon, comme si elle était sa personnification au détriment de sa forme surnaturelle. Le fait qu'elle soit 3 femmes avec une taille, une voix, un visage différent, ne l'humanise pas directement, laisse une certaine distance entre elle et le personnage. Elle représente le dragon mais sans être le dragon directement,
entièrement, en tout cas pas totalement, et parviennent très bien à faire retranscrire ses émotions et son tempérament sans que les particularités propres aux comédiennes ne prennent le pas sur le dragon pour totalement l'éclipser au final, contrairement à certaines autres pièces. Hein ? Dracula, l'amour plus fort que la mort. Le son a beau venir de leur bouche, c'est bien toujours cette énorme tête qui s'exprime, là où elle aurait peut-être plus fait de la figuration qu'autre chose si elle n'avait été incarnée que par une seule chanteuse. Mais ce n'est pas tout, parce que si la pièce a un autre truc qu'on pourra noter avec la mise en scène, ce sont ses transitions. Je pense que ce à quoi on peut reconnaître le professionnalisme d'une comédie musicale dont l'histoire comprend des changements de lieu, ce sont ses transitions. Si elles ne sont pas fluides, ça va d'un coup sortir du truc, c'est pourquoi il est primordial que les changements de décor se fassent avec un naturel impeccable. Et c'est bien évidemment le cas dans Shrek, je veux dire, on est quand même à Broadway. Mais ce que je voulais surtout noter, c'est encore une fois l'ingéniosité et l'originalité de certaines transitions qui non seulement s'effectuent à la perfection, mais en plus sont super bien pensées. Et mieux que ça, elles sont parfois véritablement impressionnantes, voire carrément impossibles. Je m'explique de suite, mais il me faut avant tout vous prévenir qu'on va retomber dans le spoil, donc encore une fois, que ceux qui n'ont pas vu Shrek et ne souhaitent pas être spoilés aillent à ce timecode. J'ai vraiment l'impression de parler dans le vent quand je dis ça. Du coup, revenons-en à la première intervention de Fiona en Ogresse. Même si je ne suis pas fan du fait qu'on nous la montre aussi clairement, il faut tout de même avouer que les 5 minutes d'écart entre elle humaine et elle ogresse, c'est quand même un timing très court pour la maquiller. Et oui, hein, c'est bien la même actrice, à moins qu'elle ait une sœur jumelle. Mais là, pour ce dont je vais parler, on n'est plus sur de l'impressionnant, mais carrément de la sorcellerie. Passons à la fin de la pièce, au moment de la transformation finale lors du mariage. Juste, regardez-moi cette scène. On est d'accord, c'est de la putain de magie. Mais comme toujours, il y a forcément un truc, et ça fait des années, depuis que j'ai vu cette pièce pour la première fois, que ce passage m'obsède, et il faut que ça cesse. Les amis, il est temps de débunker ça tous ensemble. Ok, coucou tout le monde. Alors nous voici parés pour l'analyse de cette scène finale de Fiona en humaine dans Shrek la comédie musicale. C'est y part. Donc là voilà, on est à la fin, on est au moment où Shrek vient de révéler son amour, Farquaad se fout de sa gueule et là on peut voir que Fiona est encore humaine. C'est parti, mettons en route. Ok, donc là elle se casse. Et là on voit elle se barre derrière un panneau. Et là il y a tout le monde qui arrive pour foutre le bordel. Et elle repart de derrière le panneau, mais de dos. Alors déjà c'est bizarre, pourquoi elle disparaît de la scène pour revenir sur la scène. Et en plus là on voit pas son visage, on la voit juste de dos. Et là on voit à travers le voile, a priori sa peau a l'air d'être encore beige, pas verte. Donc là ma théorie c'est que la Fiona qui vient de se casser a été dans les coulisses se maquiller, et que celle qui arrive de dos, on veut nous faire croire que c'est la même actrice, mais c'est juste une doublure le temps que l'autre puisse se maquiller. Donc c'est une première théorie. Voilà, là on la voit pas trop. Là je vais passer un peu parce que... Ok. Ok, donc là, on voit clairement qu'elle a la peau beige. Et en plus, si elle avait ses oreilles d'ogre, ses oreilles dépasseraient. Donc c'est pas qu'elle arrive déjà maquillée et qu'en fait on la voit pas. Et puis de toute façon, ce serait pas possible qu'elle soit maquillée en littéralement 2 secondes à partir du moment où on l'a vu partir. Donc là, on est toujours sur la théorie que c'est une doublure, clairement. Et sachant qu'on n'a toujours pas vu son visage depuis qu'elle est réapparue de derrière le paravent. Donc là, on voit qu'elle s'avance. On voit clairement qu'elle a des mains humaines, etc. Et c'est là que le truc bizarre arrive. C'est la même actrice. Mais là, nous, on est face à un enregistrement. Est-ce qu'ils ont fait des petites magouilles au montage pour que dans l'enregistrement, on a l'impression que c'est la même actrice ou pas? Parce que sur scène, les gens voient pas son visage, à moins qu'il y ait des gens sur le côté qui arrivent à voir son visage de profil. Et à ce moment-là, que c'est la même actrice. Mais ça me semble bizarre. Voyons la suite. Voilà, donc là, il se passe ça. Puis là... magie du montage. Ouais voilà, le montage ça peut faire beaucoup de choses. Et puis là d'un coup pouf, elle est maquillée. Donc ouais, ma théorie c'est que ils ont fait des magouilles dans le montage. C'est que quand elle est revenue de derrière son petit paravent, que ici bah, c'est toujours elle. Puis elle se casse. Et que... bon, j'arrive plus à revenir sur le moment, mais que au moment où elle est revenue de derrière le paravent, là c'était du coup une autre actrice. Que les gens, en supposant que les gens sur scène ne pouvaient pas la voir sur les côtés ou à peine,
mais pas aussi bien que nous on l'a vu dans le montage, que le montage c'était pour faire genre que c'était la même actrice, mais c'est des trucs qu'ils ont filmé je sais pas quand, à un autre moment. Mais qu'en fait, voilà, c'était une actrice différente, que quand elle s'est approchée du truc, c'est devenu noir, et là, bim, pendant que c'est noir, rechangement d'actrice, et l'actrice de tout à l'heure revient maquillée. Bon, c'est quand même un temps très court pour se maquiller et se changer à ce point-là, mais c'est pas impossible non plus. On va un peu revoir ça. Donc là, on voit qu'elle s'avance par rapport au montage, voir si c'est logique. Parce que là, la caméra se tourne pas vers elle. Là, il y a eu une coupure. On voit clairement qu'il y a une coupure au montage. Donc après, j'essaye de voir le décor de là où elle est. Mais on voit quasi rien. Parce que je me dis, à quel moment ils auraient filmé ça? Est-ce qu'ils auraient fait exprès des plans de elle maquillée en dehors des moments où la pièce est jouée pour pouvoir filmer ces passages-là? Parce qu'on est d'accord que si à ce moment-là sur scène, c'est pas réellement cette actrice-là, ça veut dire que ces plans-là, ils se sont pris la peine de les avoir filmés à un autre moment en dehors des représentations, juste pour le montage du DVD. Sachant que là, ça a été joué en 2008 et que le DVD est sorti en 2012, ils avaient peut-être pas prévu de sortir un DVD. Je veux dire, au moment où ils ont fait la captation, ils ont dû la garder pour eux, pour les comédiens. La captation a dû être faite pour eux, et à partir du moment où ils ont eu les droits, la volonté et que sais-je pour sortir le film, c'est là qu'ils l'ont sorti. Mais s'il y a eu un tel temps d'écart entre le moment où la pièce a été jouée et enfin le moment où elle a été filmée et le moment où ça est sorti en DVD, c'est que le DVD n'était pas prévu. Donc est-ce qu'il se serait donné la peine de faire une scène filmée en dehors de la pièce, maquillée et tout, pour faire croire aux gens qui achèteraient le DVD? Peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas, mais ça me semble un petit peu bizarre. Je vais quand même remettre 10 secondes en arrière. Voilà, donc ça c'est pas, enfin c'est potentiellement l'autre comédienne. Coupure. Et là, oh, j'arrive pas à voir ce qu'il y a vraiment derrière elle. Mais on est d'accord, c'est la même actrice. Hein. On est d'accord, c'est la même actrice. Hein. Je me mets à avoir un doute maintenant. Bon, là on voit clairement qu'il y a eu un montage. Mais réellement dans la vraie vie, là, la pièce a dû devenir noire à ce moment-là pour que l'actrice puisse changer. Si c'est pas la même actrice. Donc à mon avis c'est ça. Je vais juste remettre un petit peu parce que ça me semble très bizarre. J'ai un doute de si c'est vraiment la même actrice ou pas. Oui non c'est elle, faut arrêter les conneries. Je vais comparer avec sa tête quelques minutes auparavant. Ah, y a pas eu de zoom sur sa tête. Ouais, non, mais c'est la même. Bon, retenez bien son visage, on va passer un petit peu plus loin. Oui, non, c'est clairement elle, Donc voilà, je vois pas d'autre possibilité. La seule théorie, c'est qu'il y a eu le changement d'actrice sur scène, que le bordel qui a été créé, c'est pour que ça masque un petit peu le fait qu'elle soit partie puis revenue et qu'elle reste de dos et machin, vu que là, la scène n'est pas centrée sur elle, c'est centré sur tout le bazar qui se passe. Et que ça a été fait en dehors des représentations. Voilà, ça me semble bizarre qu'ils aient fait ça si le DVD était pas prévu. Parce qu'à mon avis le DVD était pas prévu, sinon il l'aurait pas sorti en 2012 alors que ça a été filmé, ça c'est des images de 2008. Il y a quand même genre 4 ans d'écart quoi, c'est énorme. Après peut-être qu'il l'avait prévu aussi, hein, peut-être que le DVD était prévu, qu'il y a juste autant de temps d'écart parce que il y a eu le temps que toutes les représentations se fassent. Peut-être que ça a tourné pendant pas mal de temps et qu'ils voulaient attendre que tout soit fini, bien monté, etc. Pour le sortir le DVD, mais 4 ans ça me paraît quand même un petit peu long. Mais en tout cas je vois pas d'autres explications. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si quelqu'un connaît la vérité de source sûre, qu'il n'hésite pas non plus à le dire en commentaire. Sur ce, voilà, c'était l'analyse plan par plan de la fin de Shrek, de la transformation finale de Fiona, qui est quand même, faut le dire, assez impressionnante. Sur ce, ben, revenons-en à la suite de la vidéo. Voilà, la partie spoil est finie et par la même occasion, le point mise en scène aussi.
J'ai pas pu en parler en même temps que les paroles des chansons au début de la vidéo parce qu'on se serait un peu éloigné du sujet, mais chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'ici, je me dois de mentionner le texte de la pièce. Comme pour les chansons, non seulement c'est bien écrit, bien pensé, mais en plus c'est drôle. Vraiment, chaque réflexion que fait un personnage, chaque interaction entre eux, tout est vraiment toujours excellent à un point où tu attends la prochaine réplique avec une réelle impatience. C'est la première fois que je prends autant de plaisir à regarder des gens parler. Non, vraiment, le texte est juste génial, j'ai pas d'autres mots. Mais il ne le serait bien évidemment pas autant sans le magnifique jeu d'acteur des comédiens. Plus que de bien jouer, de bien incarner le personnage, ils le possèdent et se l'approprient véritablement. Je disais au début de mon analyse que donner un lore à Lord Farquaad qui expliquait sa haine des créatures enchantées dénaturait un petit peu le personnage, mais finalement, avec le Lord Farquaad de la pièce, ça marche. Le comédien se l'approprie tellement que ça ne pose plus de problème. Le Lord Farquaad du film, c'était un connard risible qui n'attirait pas franchement la sympathie du spectateur. Le Lord Farquaad de la pièce, il n'a mais plus rien à voir. Bien sûr, on est toujours face à un connard, mais un connard qu'on adore détester avec un côté ridiculement attachant qui ne faisait vraiment pas partie du personnage à la base. Le comédien nous a proposé sa version de Lord Farquaad, une version différente de l'original, mais qui marche très bien et mieux que ça, apporte véritablement quelque chose en plus. Oui, c'est certainement en partie une question d'écriture, mais aussi et surtout de jeu d'acteur et pour le coup, niveau performance, je crois qu'on peut dire que le comédien a slay sa mère. Et puis bon, faut aussi noter qu'il passe toute la pièce à jouer à genoux, ça doit vraiment pas être facile pour le coup, chapeau, je sais pas comment il peut avoir encore des jambes à la fin. Et les autres personnages sont bien évidemment loin d'être en reste. Chacun des comédiens nous fait à la perfection redécouvrir ces personnages et nous offre une version avec une personnalité et un caractère tout aussi attachant, si pas plus que les originaux. On est d'accord, Shrek la comédie musicale, ça fait a priori pas super sérieux. Et ce qui sonnait pourtant comme une farce d'un premier abord, s'avère au final être une très bonne comédie musicale et même d'un niveau vachement supérieur comparé à d'autres. Pendant l'analyse, j'arrêtais pas de mettre sur pause pour noter tout un tas de détails que j'ai finalement pas mentionnés parce qu'on peut pas parler de tout, mais j'avais vraiment envie de le faire tellement tout était parfait quoi. Perso, je m'attendais à rien quand je l'ai vu pour la première fois avec des potes, si ce n'est à bien me marrer, et c'est ce qui est arrivé, mais on ne s'est pas contenté de bien se marrer. On en a véritablement pris plein la tronche. On sent que ça a été fait par des gens passionnés qui connaissaient leur sujet et savaient où ils allaient. Des gens qui voulaient partager une histoire aux spectateurs au travers d'un véritable bon show et pour le coup ils se sont pas foutus de nous. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment adoré la faire, alors j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si vous avez vu la pièce, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez pas vu la pièce, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Foncez! En plus, mon petit doigt m'a dit qu'elle était disponible sur YouTube, si tant est que vous compreniez l'anglais. Quoi qu'il en soit, si vous voulez m'aider à rendre à cette pièce la justice qu'elle mérite et partager au monde entier à quel point Shrek la comédie musicale c'est génial, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me serait en plus d'un énorme soutien. Et si vous ne voulez rien louper pour la suite, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à me suivre sur les réseaux, toujours disponibles en description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.